Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Je m'appelle Nicolas Chaveroux, je suis ingénieur dans une entreprise qui s'appelle Golem à Rennes. Et je suis très honoré d'avoir été invité par les médiathèques de la Baie pour faire cette conférence dans le cadre du mois du numérique. Je suis un petit peu triste évidemment de ne pas la faire devant vous en direct, mais la situation sanitaire est ce qu'elle est et on se doit de la respecter. Cela dit, pour essayer de rendre quand même cette expérience un petit peu plus interactive, si vous regardez cette vidéo avant le 17 avril 2021, à 15 heures, il y aura une session live en direct sur YouTube. Donc je serai connecté et vous pourrez poser vos questions dans une boîte à commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre du mieux que je peux. Donc ça permettra d'avoir un petit peu d'interactivité et échanger un petit peu. Vous retrouverez d'ailleurs le lien de cette session YouTube live en direct sur le site du mois du numérique et probablement aussi dans la newsletter. Alors la conférence que j'ai l'honneur de vous faire aujourd'hui s'appelle Les métiers des effets spéciaux. J'ai la chance de travailler dans ce domaine depuis une douzaine d'années, d'avoir contribué à des films et des séries que je l'espère vous êtes beaucoup à avoir vus. Et j'ai envie un peu de vous parler des coulisses de ce métier-là, en fait, comment on en arrive à faire ce métier-là, de vous parler des films, moi, qui m'ont marqué, et de vous raconter un petit peu comment ils ont été faits, et peut-être que ça éveillera des vocations chez les plus jeunes d'entre vous. Donc, on va se lancer, et ça va être un petit peu via le prisme de mon parcours. Je suis né dans les années 80, et j'ai grandi ici, en fait, au fin fond de la Dordogne, dans un petit village de 2000 habitants, qui n'a pas, je vais pas vous le cacher, une grande culture cinématographique. D'ailleurs, dans ma famille non plus, le cinéma n'est pas une grande passion. Cela dit, dans les années 80, comme beaucoup d'enfants, moi j'étais passionné de dinosaures. Alors je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, si les enfants sont encore des fans de dinosaures, mais c'était vraiment ma grande obsession. Et en 1993, il y a un réalisateur américain très connu qui s'appelle Steven Spielberg qui a fait ce film. Alors j'espère que vous reconnaissez le logo, les plus jeunes ou les plus vieux, puisque c'est une franchise qui a été rebootée, donc le logo a été re-updaté ces dernières années, mais voilà, cette franchise s'appelle Jurassic Park. Donc en 1993, ce film-là est sorti, il a obtenu l'Oscar des effets spéciaux. J'ai évidemment beaucoup embêté mes parents pour qu'ils m'emmènent au cinéma, et malgré le fait que j'avais 10 ans quand le film est sorti, et probablement que j'étais un petit peu trop jeune pour l'avoir vu, puisque j'en ai fait quelques cauchemars, malgré ça, ça m'a donné, ça a réveillé chez moi 3 vocations différentes. Alors la première vocation, c'était j'avais envie d'être archéologue, comme le Dr Grant dans le film, qui est un des héros. On le voit aller fouiller et déterrer des os de dinosaures dans le désert, et ça avait l'air passionnant. Et d'ailleurs, je pense que c'est toujours passionnant. Ça me plairait beaucoup de me reconvertir là-dedans si un jour j'arrête de faire le métier que je fais. La deuxième vocation que le film a réveillé, c'était d'être chercheur en biologie moléculaire. Dans le film, on les voit en fait reconstituer de l'ADN de dinosaures et donner vie aux dinosaures via ce biais-là. Alors il se trouve que c'est une fiction et que dans la vraie vie, c'est pas possible. Et c'est probablement une bonne chose d'ailleurs que ça ne soit pas possible de recréer des dinosaures. Mais voilà, je me suis dit peut-être que voilà, c'est une option pour recréer des dinosaures et assouvir cette passion-là. Et la troisième passion, la troisième vocation que ça a réveillée et qui est celle que j'ai suivie, c'est de créer des dinosaures, mais cette fois-ci de manière virtuelle, donc via le biais des effets spéciaux. Alors justement, Jurassic Park, on va en parler un petit peu plus en détail. Donc ça sort en 1993. Ça obtient encore une fois l'Oscar des meilleurs effets spéciaux, et il y a une raison très simple pour ça, c'est parce que c'est la première fois qu'on va voir une créature photoréaliste, c'est-à-dire qui a l'air vrai, et qui soit donc une créature dont tout le monde puisse croire en l'existence. Et ça va vraiment secouer le monde du cinéma. Ça va le secouer parce que jusque-là, alors oui, pardon, une petite séquence déjà d'ailleurs. Donc là je vous montre quelques images d'un des dinosaures qui est recréé en images de synthèse. Première expérience, donc là il faut s'imaginer dans les années 90, très peu de films à effets spéciaux, ils sont très anecdotiques ces films-là, et encore moins de films qui montrent un personnage qui ait l'air aussi vrai, un personnage biologique qui ait l'air aussi vrai. Il a interagi du coup avec les éléments du décor, on le voit détruire une voiture, on le voit interagir avec les acteurs.
Donc là, c'est en l'occurrence c'est le Tyrannosaure Rex, mais il y a plein d'autres dinosaures en fait qui sont aussi représentés dans le film. On le voit en l'occurrence aussi pour suivre donc cette Jeep interagir avec un arbre et casser l'arbre. Donc ouais, cette scène-là en fait a vraiment ouvert les yeux en grand, écarquillé les yeux de beaucoup de monde. Aujourd'hui, je comprends bien que c'est quelque chose de très entre guillemets banal, mais à l'époque, c'est la première fois qu'on voyait ça sur l'écran. Et pourquoi est-ce que c'est la première fois ? Donc déjà, comment est-ce qu'on faisait avant en fait ? Là, je vous ai emmené des images de 1980 d'un Star Wars, c'est Star Wars 5, l'Empire contre-attaque, et on voit au tout début donc le héros du film, Luke Skywalker, qui est aussi sur le dos d'un animal, qui est plutôt pas mal fait, mais on a cette impression un petit peu saccadée quand le personnage bouge, c'est pas aussi fluide en fait que ce qu'on vient de voir sur le dinosaure de Jurassic Park. La technique qu'on utilisait avant, et pendant très longtemps, depuis qu'on a inventé le cinéma, ça s'appelle la stop motion. Stop motion, ça veut dire, en fait, c'est le mouvement, mais arrêté. C'est vraiment comme ça qu'on traduirait stop motion. Sur cette photo-là, en fait, on voit du coup comment a été fait la séquence de Star Wars. On voit une personne qui s'appelle Phil Tippett, qui a eu beaucoup d'Oscars, et dont la spécialité, c'est d'animer ces personnages-là. Donc le personnage qu'on voit à l'écran, c'est une marionnette qui est faite en résine, en fourrure. Elle a un squelette en métal aussi, caché là-dessous. On voit qu'elle est soutenue par plein de petites tiges en métal aussi. Et le travail de ce monsieur-là, Phil Tippett, ça va être de venir déplacer un tout petit peu une patte, un bras, une tête, une écharpe, de venir créer une posture, donc la posture qu'on voit là par exemple. Il va se sortir du cadre, on va prendre une photo, puis il va revenir sur la maquette, il va avancer le bras encore un petit peu, il va prendre une photo, etc. Comme vous imaginez, ce travail-là, c'est très fastidieux. C'est très fastidieux et on ne voit pas ce qu'on fait tant qu'on n'a pas pris toutes les photos. Et à l'époque, on n'avait pas des photos numériques, on ne pouvait pas avoir tout de suite les photos qu'on faisait, il fallait attendre quelques heures pour voir à quoi ça ressemblait. Donc là, il fallait prendre toutes les photos, les mettre les unes à la suite des autres, les passer très vite pour faire un film et voir à quoi ça ressemblait. Autre problème, si on fait tomber la maquette, si on fait tomber la lumière, une des lumières qui éclaire la scène, si on tape dans la table et on la fait bouger, eh ben, il y a tout à refaire en fait. Et vous doutez bien que s'il y a beaucoup de créatures à faire, sur beaucoup de plans, ça devient très compliqué. Alors je vous ai emmené une image, ça c'est une vidéo accélérée d'un des making-of de Star Wars, où on voit les animateurs bouger des appareils qui s'appellent les AT-AT, donc qui sont des appareils militaires dans Star Wars. Et cette séquence-là, elle est accélérée, c'est plusieurs jours de séquence. Et on voit, il y a plusieurs animateurs qui passent dans le décor, donc il y a un décor, il y a l'appareil photo en premier plan, et ils bougent petit à petit les articulations, ils se sortent, ils prennent une photo, ils bougent les articulations, ils se sortent, ils prennent une photo, et ils font la séquence, du coup, vous verrez dans Star Wars si vous le regardez bientôt. Donc oui, cette séquence-là, cette technique-là, très fastidieux. Très fastidieux, mais ça permet de faire des résultats vraiment très étonnants aussi. Ça, c'est un des tests que a fait le même monsieur qu'on a vu tout à l'heure, Phil Tippett, qui était en train de bouger Luke Skywalker sur sa créature. Ça, c'est un des tests sur Jurassic Park. Évidemment, quand Steven Spielberg arrive, donc du coup en 1990-1991, il a cette idée d'adapter ce bouquin, Jurassic Park, et il va voir évidemment les personnes les plus à la pointe de la technologie, parce qu'il y a des créatures à faire. Donc il y a en particulier un T-Rex, et il y a plein d'autres créatures, là on voit un raptor. Et donc Phil Tippett fait des tests pour Steven Spielberg et lui montrer que ils sont prêts quoi. Alors c'est vrai que ces maquettes-là, donc elles sont toutes petites, hein. Le T-Rex il doit faire à peu près cette taille, le raptor il doit être un petit peu plus petit, mais ça marche plutôt pas mal, ça a encore un petit peu ce côté saccadé. Donc cela dit, c'est suffisant pour Steven Spielberg à l'époque pour que il se dise ok, la technologie est prête, alors allons-y. Alors pendant ce temps-là, malgré tout, il y a une vague qui se développe dans le cinéma. Donc il y a un studio en particulier, le studio qui appartient à George Lucas, qui est le réalisateur de Star Wars. Il a un studio qui s'appelle ILM, qui est basé à San Francisco. C'est un tout petit studio qui essaye d'utiliser les ordinateurs qui sont en train de se développer. Et, alors évidemment de se développer, hein, les ordinateurs qu'on a à cette époque-là, ils sont 1000 fois moins puissants que le téléphone que vous avez tous dans votre poche. Hein. Qu'on soit d'accord avec ça. C'est vraiment les tout débuts du cinéma numérique, de l'informatique.
Et donc ce studio expérimente des nouvelles choses quand on veut raconter des histoires au cinéma. En particulier, il y a 2 films phares qui mettront vraiment... Donc ILM, ils ont fait les effets spéciaux de tous les Star Wars, c'est eux qui ont fait les techniques de stop motion qu'on a vu avant, les batailles de vaisseaux, donc ils sont aussi habitués à faire des maquettes et à travailler avec des effets spéciaux entre guillemets qu'on dirait traditionnels. Ils sont vraiment à la pointe de ça, mais là ils essayent de développer une petite section qui est au sein du studio, qui sont les effets spéciaux numériques. Et en 1989, il y a un film qui va sortir de James Cameron qui s'appelle The Abyss, qui récoltera aussi l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Et dans The Abyss, il y a une créature qui est faite d'eau, donc qui est très brillante. Donc elle n'est pas particulièrement, entre guillemets, réaliste. Ça a l'air super quand on voit le film, mais c'est pas une créature qui pourrait vivre sur Terre. Et en 1991... il réitère l'exploit avec Terminator 2, alors ma légende est mal mise ici, mais Terminator 2 qui sort en 91, qui est aussi un film de James Cameron. Et là aussi on a une créature qui est très brillante, en particulier parce que c'était une des matières qu'on savait mieux faire sur ordinateur à l'époque. Donc on a ces gens chez ILM qui expérimentent des choses. Et évidemment quand Jurassic Park arrive, parce qu'évidemment ILM doit travailler aussi un petit peu dessus, aider à faire les maquettes, certains effets, ils se disent c'est vraiment une opportunité parfaite pour venir tester la technologie numérique. Et alors ils en parlent à leur chef, et leur chef leur dit non c'est bon, on va pas utiliser la technologie numérique, on a Phil Tippett qui a fait une maquette, tout ça c'est très très bon. Et ils sont un petit peu entêtés, et donc du coup, malgré l'avis de leur chef, malgré l'avis du réalisateur, malgré l'avis de Steven Spielberg, qui lui n'y croit pas vraiment non plus, ils vont faire cette image-là. Donc ça, cette image, c'est un test où ils vont prendre la technologie qu'ils ont, ils vont la développer un petit peu, et dans le dos un petit peu tout le monde, ils vont faire ce test-là. Donc ce test, c'est une image, donc en l'occurrence, ils ont filmé la campagne derrière chez eux, avec une caméra qui bouge un tout petit peu. Ils vont créer une créature en 3D, on va en reparler un petit peu après des différentes étapes, vous inquiétez pas. Et voilà, ils vont faire du mieux qu'ils peuvent. Et un jour, Steven Spielberg doit venir au studio valider des choses, et l'artiste va négligemment oublier d'éteindre son écran à ce moment-là, et il va laisser tourner la vidéo. Au moment où Steven Spielberg doit venir dans le studio, évidemment, Steven Spielberg passe devant l'écran, il s'arrête net, il demande qu'est-ce que c'est. On lui dit que c'est un test d'effets spéciaux numériques, donc de créatures créées par ordinateur et non pas une maquette. Et là, il se dit, ok, c'est bon, on arrête tout. Il appelle les gens qui faisaient les miniatures à ce moment-là, ils disent, ok les gars, on arrête tout. Jurassic Park, on va le faire avec des créatures en numérique. Et du coup, ils vont même changer un petit peu le scénario, c'est-à-dire que cette scène-là, qui n'était pas du tout prévue, parce que là, vous imaginez bien que avec des effets spéciaux numériques, ce serait avec des marionnettes en animation à la main, ce serait infernal de faire ça. Donc là, ils réécrivent même certaines scènes pour inclure des choses un petit peu épiques. Donc ça, c'est la fin du film. Cette scène-là, elle est juste fantastique. On voit de l'interaction avec les personnages, entre les dinosaures. C'est vraiment assez fou. Hop. Alors, je vais faire une mini pause ici pour vous montrer un petit peu, pour vous parler en fait un petit peu des différentes étapes quand on veut créer un personnage. Ok, alors là j'ai ouvert un logiciel qui est un logiciel professionnel que j'utilise moi tous les jours dans mon métier, qui s'appelle Maya. Mais si chez vous avez envie de jouer avec ce genre de logiciel, alors celui-ci est payant, c'est pas très pratique, mais il y a des logiciels gratuits aussi. En particulier, je vais me permettre de citer un logiciel qui s'appelle Blender, Blender, qui est un logiciel gratuit que vous pouvez installer sur votre ordinateur, et avec lequel vous pourrez reproduire les mêmes résultats. Donc là, je vais venir vous parler un petit peu de comment est-ce qu'on crée une créature. Ça peut paraître peut-être abstrait pour beaucoup de monde, mais finalement, en fait, ça se rapproche beaucoup de la stratégie qu'on avait quand on faisait des marionnettes. C'est-à-dire qu'on va créer une marionnette, on va lui ajouter aussi un squelette, on va lui donner une matière, et ça me permettra de faire ma créature. Donc ça, c'est un dinosaure que j'ai trouvé sur internet. On peut trouver plein de fichiers vraiment très chouettes de manière gratuite aussi. Et ce dinosaure-là, il a été sculpté. Il a été sculpté, mais numériquement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de l'argile sur une planche et on va venir mettre les doigts, là on va utiliser notre souris, on va partir d'une forme, on va utiliser notre souris et on va venir sculpter dedans. Donc je peux par exemple prendre ce dinosaure là
et je peux peut-être un peu le déformer. Alors, c'est pas mon métier, hein, vous allez voir, d'être sculpteur, on va vite arriver aux limites, mais je peux vous montrer un petit peu l'idée de comment est-ce qu'on sculpte un personnage. Donc on va choisir la taille du doigt déjà qu'on va utiliser, donc c'est le petit anneau noir qu'il y a sur mon écran, et je vais pouvoir le bouger en fait pour venir ajouter par exemple une bosse sur mon personnage, ou faire un creux en fait à la place peut-être, si je veux le creuser vraiment très très fort, peut-être qu'il a été blessé, dans ce cas là je peux creuser ici, et changer un petit peu, voilà, du coup je sculpte. Alors il y a des gens dont c'est le métier qui vont être beaucoup plus efficaces que moi, mais c'est ça l'idée en fait. C'est que généralement on va prendre peut-être quelque chose qui ressemble à une sphère, une grosse boule, et on va venir tirer dessus, tirer une tête, tirer une jambe, tirer l'autre jambe, et puis on va venir se rapprocher un petit peu, et changer la taille de la brosse, de mon outil de sculpte, et on va venir tirer un doigt, etc., etc., etc. Donc là vous voyez j'ai tout cassé, hein, je l'ai tout cassé le T-Rex, mais c'est vraiment ça l'idée. Ça prend potentiellement plusieurs jours, hein. C'est pas quelque chose qui se fait en quelques minutes, hein, pour arriver à un très très joli modèle comme ça, où il y a plein de choses, il y a des dents, il y a des écailles et tout, il y a vraiment plein de détails, c'est potentiellement c'est beaucoup de jours de travail. À l'époque de Jurassic Park, on a évidemment, c'était il y a 30 ans, hein, faut se remettre un petit peu dans le contexte, on n'avait évidemment pas ce genre de logiciel aussi chouette, parce que nos ordinateurs étaient loin d'être efficaces. Donc ce qu'on faisait, c'est que on donnait à la main l'ensemble des points qui composaient le personnage. Donc là on voit en fait mon personnage il est fait de plein de carrés, et ces carrés traduisent la surface de mon personnage. Donc il a évidemment beaucoup de carrés, le personnage de Jurassic Park à l'époque devait en avoir beaucoup moins, mais il donnait en fait les positions de chacun de ces points là, et c'est ça qui déterminait la forme de notre personnage. Alors on va venir le cacher, et on va venir passer sur la forme originale. Donc une fois qu'on a ça, évidemment, là, le personnage, il n'est pas animé, il ne bouge pas. Alors c'est un peu embêtant, parce que, évidemment, dans Jurassic Park, on les voit être animés, ils font plein d'actions. Donc là, il va falloir se déplacer ces points. Donc, pour déplacer ces points, je pourrais peut-être aller sélectionner, prendre toute la jambe, la bouger, mais on comprend bien que si mon personnage, il est très complexe comme celui-là, c'est complexe, en fait, aussi de venir sélectionner tous ces endroits à la fois, ce serait bien d'avoir des espèces de raccourcis. Alors pour définir ces raccourcis, on va faire comme on faisait sur les marionnettes, on va définir un squelette. Un squelette comme vous avez à l'intérieur de votre corps, hein, c'est-à-dire que quand le bras bouge, c'est les muscles qui font bouger l'os, et l'os, avec son mouvement, va venir contrôler le reste, la peau, l'épaule et tout ça. Là c'est la même chose, on va venir construire un squelette, et on va venir dire, ok, ça c'est une jambe, c'est le bassin de ma jambe, et ce bassin-là, il est connecté avec le genou, il est connecté avec la cheville, il est connecté avec les doigts. Et si je décide de faire bouger cette jambe, de la faire tourner, ma jambe, elle va tourner. Super. Je peux venir la faire tourner dans tous les axes. Et du coup, si je fais ça sur toutes les jambes, sur la tête, sur les bras, sur le corps, donc là je peux lui faire rentrer la mâchoire, ou lui faire sortir la mâchoire. Donc on définit vraiment toutes les actions qu'on a besoin de faire. La queue aussi, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'os à l'intérieur de la queue. Donc là on va pouvoir en fait venir définir ça. Donc ça va se passer comme dans un dessin animé, ou comme dans un dessin animé à l'époque, je veux dire, ou comme sur une maquette. On va venir en fait générer des postures. Sauf qu'évidemment avec un outil numérique dans l'ordinateur, plutôt que de le faire image par image, on peut faire une image, puis une image beaucoup plus loin, puis une image beaucoup plus loin, et ce qu'on peut peut-être faire, c'est laisser l'ordinateur calculer toutes les images entre. Et l'avantage aussi avec l'ordinateur, c'est que si je tape dans la table, si je fais tomber la créature, ou si je me trompe, je peux revenir en arrière, ce qui n'est pas du tout vrai avec la marionnette, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc je vous fais un petit exemple, je vais dire par exemple, au bout d'une seconde, je veux que... Alors, au bout d'une seconde, mon personnage, il partira à cette posture-là, donc j'aime bien cette posture, je vais dire, ça c'est ma posture de base, je suis content avec. Une seconde après, je veux qu'il tourne la tête vers là. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste défini 2 positions, et toutes les positions intermédiaires sont maintenant calculées par l'ordinateur. À la moitié du temps, je suis à la moitié de mon déplacement. Super. Je peux peut-être lui dire aussi je vais peut-être lui dire de fermer la mâchoire aussi. Donc ici, on va dire ça c'est ma position de mâchoire avec laquelle je suis content. Et au moment où il est en train de tourner, je lui ferme la mâchoire. Hop. Et là j'ai 2 animations
qui viennent s'additionner. Et donc là, je peux venir itérer sur mon personnage, continuer à rajouter des choses, je peux venir lui faire peut-être bouger les jambes, de la même manière, tac, hop, et un petit peu plus loin, reculer la jambe, tac, hop. Alors là aussi, vous allez sûrement le deviner, c'est pas mon métier d'animer les personnages, je suis pas un animateur, c'est le nom de ce métier-là. Mais voilà, je vous montre juste en fait l'idée. Le métier d'un animateur, ça va consister du coup à bouger ses os pour que ça donne une impression de mouvement réaliste. On va parler un petit peu plus de ce métier-là aussi. Alors en termes de temps, là aussi ça met plusieurs jours. Généralement un animateur, il produit 1 seconde d'animation par jour. C'est-à-dire que tous les jours, il vient au travail, ça lui prend 7 ou 8 heures, et c'est pendant ces 7 ou 8 heures, il va créer 1 seconde d'animation. Donc vous imaginez bien à quel point c'est lent et très 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 fastidieux à faire. Par contre, c'est vrai que du coup on a un outil numérique qui va nous permettre de tester plein de choses. Donc quand je dis 1 seconde, c'est en moyenne, c'est-à-dire que peut-être l'animateur va tester plein d'idées, et à la fin il va converger sur quelque chose qui lui plaît. Mais en moyenne, on dit qu'on fait 1 seconde d'animation par jour. Donc quand vous avez un film qui fait 1h40 avec plein de personnages animés, vous pouvez imaginer le nombre de personnes et le nombre d'heures qu'il a fallu pour les animer. Alors, ok, super. Prochaine étape, vous avez sûrement remarqué que mon dinosaure, il est gris. Et ça, clairement, c'est pas très réaliste. Un dinosaure, c'est pas gris. Un dinosaure, ça a des couleurs différentes, ça a des textures différentes, son œil a un relief assez particulier aussi. Donc on a un métier suivant qui consiste à venir peindre la texture de notre personnage. Donc là aussi, c'est comme avec une marionnette, on pourrait faire, ou comme avec un animatronique, ça va consister à venir peindre la surface. Donc là, on va venir donner des couleurs, on va venir peindre avec un pinceau, comme ferait un peintre en fait, sur une maquette en fait. Et c'est exactement la même idée. Et là aussi, ça prend vraiment beaucoup de jours. Donc là, je vais pas la changer la texture. Encore une fois, c'est pas ça non plus, c'est pas mon métier. Vous allez vous demander c'est quoi mon métier en fait à la fin. Oui, c'est ça c'est ça l'idée. Et ça, on appelle ça un texture artiste. Je vais y revenir un petit peu. Ça demande évidemment beaucoup de talent artistique. Ça prend là aussi plusieurs jours pour arriver à faire une aussi jolie texture. Et généralement, on fait pas alors déjà, ça demande plusieurs jours de travail. Ça demande d'être peintre. Ça demande aussi de s'informer beaucoup sur à quoi ressemblait un dinosaure, de regarder un petit peu les illustrations que peuvent faire les gens qui étudient ça. Les paléontologues ont fait des vues d'artistes où ils ont des suppositions sur un dinosaure, ça ressemblait à ça avait plutôt cette couleur-là, pour telle raison. Donc le texture artiste va s'enseigner là-dessus. Il va venir trouver un petit peu les idées qui lui plaisent, il va venir aussi vérifier avec le réalisateur qu'est-ce que le réalisateur a envie de montrer, et ils vont converger jusqu'à atteindre une vision qui leur plaît. Et évidemment, une fois qu'on a ça, on peut rajouter d'autres objets, on peut peut-être rajouter un arbre aussi. Alors là, j'en ai qu'un seul, mais il faudra en rajouter plusieurs, donc par exemple un palmier. Et là, vous voyez bien que si je mets cette image-là dans un film, c'est pas bon. C'est pas bon parce que si mon film il se passe la nuit, par exemple, là, j'ai pas la représentation de la nuit. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais cacher l'arbre pour le moment, parce que sinon ça va ralentir un petit peu mon ordinateur. On va y revenir après. Mais oui, là, si c'était une image de nuit, clairement, c'est pas adapté, cette image-là. Donc ce qu'on aimerait bien faire, en fait, c'est venir trouver les conditions d'éclairage qui étaient là sur le plateau. Quand on a filmé avec la caméra, il y avait des conditions d'éclairage particulières, de jour, de nuit, le soleil il était comme ci, comme ça. Donc il y a une personne, donc c'est le métier, qui s'appelle un lighting artist, donc un artiste d'éclairage, qui va tenter de reproduire les mêmes conditions que ce qui a été filmé, pour qu'une fois qu'on a pris le dinosaure avec les bonnes conditions d'éclairage et qu'on met derrière ce qui a été tourné par la caméra, on ne voit pas que ce soit deux éléments qui viennent de deux sources distinctes, une de la caméra, une de l'ordinateur. Donc là, j'ai une lumière dans ma scène, et là non plus, c'est toujours pas mon métier, mais je vais pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble le métier de cette personne-là. C'est un calcul qui prend potentiellement beaucoup de temps, ça prend plusieurs heures par image à faire. Là, ma scène, elle est relativement simple, je n'ai qu'un seul personnage, donc c'est relativement rapide, mais vous voyez, du coup, j'ai déclaré, il y a une lumière qui vient de là-haut, là. Elle projette une ombre sur un sol qui est plat. Là aussi, potentiellement, il faudrait peut-être un petit peu changer le sol. Et ce que je peux faire, c'est venir changer peut-être ma lumière. Donc ça va être ici, je vais pouvoir choisir l'élévation de mon soleil, quelle heure il est dans la journée, et qu'est-ce que ça produit comme lumière. Donc on peut faire la lumière du petit matin, on voit le dinosaure est beaucoup plus jaune,
ou une lumière du zénith, où ça projette une ombre qui est complètement sous le personnage. Donc on peut prendre quelque chose comme ça. Il y a plus ou moins d'intensité, on peut changer l'intensité de notre soleil, selon qu'on est en hiver, en été, au printemps. Et on peut changer aussi la direction de la lumière. Là on voit que ma lumière était plutôt sur le côté, donc je vais pouvoir interagir avec ça, changer et dire ma lumière, je suis à contre-jour, ou alors je suis à jour plein. Donc ça, encore une fois, c'est un métier différent. Et ça aussi, comme les autres métiers, ça met beaucoup de temps. Ok, donc là je vous ai montré un petit exemple de comment est-ce qu'on peut arriver à créer une créature avec les logiciels d'aujourd'hui. Il y a 30 ans, c'était beaucoup moins facile évidemment. On va revenir sur la présentation. Et donc du coup maintenant je vais vous parler un petit peu de ces métiers-là. Donc on a vu au début, je prends ma sphère, je la sculpte et je crée de ça un dinosaure. Donc on appelle ça le modeling. Ça demande vraiment des bonnes compétences en sculpture, un bon œil artistique. Donc la petite icône de l'œil, c'est généralement, il faut un profil un petit peu artistique. Une bonne connaissance en biologie en fait, parce que finalement c'est utile de savoir comment est-ce que les yeux sont incorporés dans la tête, comment est-ce qu'un bras est articulé, quand je lève mon bras, qu'est-ce qui vient bouger derrière, où sont les muscles des personnages. Donc en particulier quand on sculpte des personnages, c'est vraiment une bonne chose d'avoir des bonnes notions de biologie, d'anatomie, de médecine sur le placement. Alors d'anatomie, pas de médecine, mais sur le placement du corps. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les créatures, mais il y a aussi des gens qui sont spécialisés dans modéliser des bâtiments, modéliser des voitures, modéliser des vaisseaux spatiaux. C'est généralement des profils différents. Là, je vous ai mis vraiment les compétences pour modéliser des personnages. Une fois qu'on a modélisé un personnage, on peut le passer à la personne suivante dans le studio. Dans le studio, il y a un autre département qui va s'appeler le rigging. Le rigging, ça consiste à rajouter ce squelette sur notre personnage. C'est un métier un peu plus technique, c'est moins artistique, c'est un peu plus technique. Ça nécessite d'avoir des très très bonnes connaissances en anatomie, parce que là, vraiment, on va venir définir le squelette. Donc un bras, par exemple, il y a des os à l'intérieur qui bougent d'une manière particulière. On voit que mon poignet aussi a une influence différente dans les doigts. Donc ça c'est sur un humain, mais évidemment il va falloir le faire sur d'autres créatures. Donc ce métier-là, ça demande d'avoir vraiment des bonnes compétences en biologie, quelques compétences en informatique aussi, écrire, programmer un petit peu, parce que c'est vrai que des fois ça peut être utile d'écrire des petits outils pour soi, pour se faciliter le travail. Quand on fait quelque chose 50 fois dans la journée, par exemple, sur un ordinateur, on pourrait écrire un petit outil qui le fait pour vous. Vous avez juste à cliquer dessus, il le fait 50 fois pour vous. Et ça demande aussi d'avoir des bonnes notions de physique, en particulier pour savoir comment est-ce qu'un personnage va se déplacer et quelle influence la gravité va avoir sur lui quand il va tomber, quand il va interagir avec les autres objets. En parallèle de ce département-là qui va faire le squelette et la manière de contrôler le personnage pour l'animer, on a le surfacing, les gens qui font la texture, l'apparence du personnage. Évidemment, ça demande des très bonnes compétences en peinture, en recherche, des bonnes compétences aussi en optique. C'est vrai que là, je vous ai montré qu'un seul matériel, mais si on prend l'eau, le verre, le métal, elles ont des propriétés à la lumière qui sont différentes. C'est-à-dire que sur votre corps, le soleil ou la lumière réagit d'une certaine manière. Si je prends un objet en métal qui réfléchit, la lumière va avoir une autre influence. Donc c'est une bonne chose d'avoir quelques notions d'optique. Une fois que du coup le personnage il est prêt, on va le passer au département d'animation qui va venir rajouter une animation sur notre personnage. Ça aussi c'est un métier qui est très très artistique et en particulier qui va demander des bonnes compétences d'acteur. C'est assez fréquent de voir des animateurs se filmer eux-mêmes en train de faire une action, même si c'est pour un tyrannosaure. Ils vont se filmer pour essayer de voir en fait comment est-ce qu'ils se déplacent, comment est-ce que leur tête bouge, comment est-ce que leurs yeux réagissent, combien de temps ça met pour cligner des yeux. C'est vraiment des acteurs du cinéma numérique, c'est des acteurs numériques, c'est exactement ça. Ça demande aussi d'avoir des très très bonnes connaissances de physique, surtout sur savoir comment est-ce que les objets interagissent entre eux. Quand on fait par exemple une scène de combat et qu'un personnage en tape un autre ou un personnage tape dans un objet, c'est très très important de savoir comment est-ce que réagit l'objet, comment est-ce que réagit l'autre personnage, à quelle vitesse est-ce qu'il tombe, pour que ça ait l'air réaliste. Il est vrai que l'œil humain et notre cerveau humain en fait est très très entraîné à reconnaître le mouvement humain. Et très vite, on peut percevoir que quelque chose ne va pas
sans nécessairement pouvoir dire exactement ce qu'il manque. Et l'animateur, son métier, c'est vraiment ça, c'est vraiment de trouver ce qui va manquer, de converger, pour qu'à la fin, en fait, l'animation soit suffisamment réaliste pour que votre cerveau dise « Ok, c'est une animation réaliste, c'est un personnage qui peut être réaliste, je ne remets pas ça en question. » On va passer ça, j'en ai pas vraiment beaucoup parlé quand j'ai montré le logiciel tout à l'heure, aux gens qui font des effets. En particulier, on voit le T-Rex qui va venir casser la branche. Et quand on casse la branche, cet objet-là, il est aussi numérique. Et la branche, quand elle se casse, elle est générée via un ordinateur. Donc là aussi, ça va demander des compétences en physique, en calcul, en mathématiques, pour venir en fait définir les bonnes vitesses pour que les objets tombent. Et ça, on l'a vu, c'est les lighters, c'est ceux qui rajoutent la lumière à la fin. Là aussi, des bonnes connaissances en photographie, la photographie sur comment capter la lumière, la physique aussi, surtout la physique de la lumière. Et à la fin, autour de tout ce bon monde, on a des gens qui s'appellent la recherche et le développement, qui vont écrire des logiciels pour aider les artistes. Donc eux, ils ont un profil pas du tout artistique pour la peine, ils ont un profil très scientifique, très basé informatique, programmation, mathématiques, physique, etc., etc. Ils vont aider en fait les autres départements à leur écrire des outils pour que leur travail soit plus facile et plus rapide sur les fois prochaines. Alors, malgré tout, Jurassic Park, ça n'a pas été fait qu'avec des créatures numériques. Si vous regardez le film il dure 1h20, il me semble, et finalement, il n'y a que 60 scènes sur un film qui a, je crois qu'il y a 1500 scènes, donc à chaque fois que la caméra coupe, c'est une scène. Et je crois que il n'y a que 60 scènes qui sont faites avec des créatures numériques. Et évidemment beaucoup plus que 60 scènes avec des dinosaures à l'intérieur. Donc on a quand même malgré tout utilisé des techniques à l'époque, surtout parce qu'on n'avait pas beaucoup d'ordinateurs et que les effets spéciaux numériques n'étaient pas aussi développés, mais on a utilisé des techniques un peu plus traditionnelles. Donc là vous voyez, c'est une personne dans un costume, dans un studio qui s'appelle Stan Winston, qui existe encore d'ailleurs, ils font encore beaucoup de créatures et de costumes, ça n'a pas changé. Et on voit en fait les créatures du T-Rex, on voit un acteur à l'intérieur de la combinaison du T-Rex qui interagit, qui évolue, et sur certains shots, en particulier les scènes qui se passent dans la cuisine avec les enfants, ce sont des acteurs qui sont dans des combinaisons qui sont plus vrais que nature. Et on a aussi fait pour le film des animatroniques. Donc c'est aussi le studio Stan Winston qui a fait ça. Donc on a des T-Rex qui font taille 1, donc qui sont à taille réelle, qui sont robotisés et télécommandés. On a une personne avec une grosse télécommande, on a plusieurs personnes d'ailleurs avec des grosses télécommandes, qui viennent télécommander le T-Rex et qui pour certains passages, en particulier des plans serrés, interviennent. Évidemment, à chaque fois qu'on voit le T-Rex courir, à chaque fois qu'on le voit franchir la barrière, ce sont des images numériques. Allez, on fait une petite pause, on respire bien, et on en profite pour contempler quelques autres images numériques du film Jurassic Park avant de passer à autre chose. Donc ça, c'est quelques-uns des 64 plans numériques. En particulier, celui-là, c'est le tout premier plan numérique qu'on voit dans le film, où on voit un brachiosaure en image de synthèse devant les acteurs. Ok, super. Alors, on va continuer. Donc, on a fait 83-93, donc la découverte de Jurassic Park, et cette vocation, du coup, me dirige vers les effets spéciaux. Alors, il se trouve que dans les années, la fin des années 90, Internet n'est pas encore bien arrivé, et c'est compliqué en fait de faire l'orientation, de trouver en fait qu'est-ce qu'il faut faire comme orientation. Sans Internet, ça veut dire qu'il faut aller à la librairie, trouver des bouquins qui sont à jour sur des formations qui font du cinéma numérique. Donc c'est pas très facile, et par hasard je tombe sur une revue qui dit qu'il y a un bac qui s'appelle informatique de gestion. Informatique de gestion, ça veut dire qu'on fait de l'informatique mais appliquée à la comptabilité. Cela dit, je retiens surtout moi informatique. Et du coup, je fais un bac qu'on appelle STT à l'époque, donc sciences technologies tertiaires, de comptabilité et gestion avec un petit peu d'informatique. Je me rends assez vite compte finalement que c'est pas la bonne voie, et donc du coup, une fois que j'ai mon bac, je pars faire un DUT informatique à Bordeaux, en l'occurrence, qui est la plus grande ville à côté de chez moi. Donc on est du coup en 2000, je passe mon bac en 2001, je fais l'IUT informatique, et en 2001, accessoirement, c'est l'arrivée d'Internet aussi,
je me dis, tiens, aussi, je peux peut-être faire une carrière dans la création de sites internet. On est en plein dans la bulle des sites internet, c'est le développement d'internet. Et je trouve ça chouette aussi de faire des sites internet. Mais je suis rappelé à l'ordre par une trilogie de films qui va sortir en 2001, 2002, 2003, avec des batailles épiques, avec une créature bizarre et un anneau. Alors, selon l'âge que vous avez, peut-être que vous aviez deviné ou pas. D'ailleurs, tous les films que je cite là depuis le début, si vous ne les avez pas vus, quel que soit l'âge que vous avez, je vous les recommande fortement. Jurassic Park, je sais qu'il y a eu des nouvelles franchises qui ont été faites depuis, mais ce sont des films qui n'ont pas du tout vieilli et qui racontent des histoires que moi je trouve absolument passionnantes. Donc oui, en 2001, 2002, 2003 sort la trilogie du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson. Les 3 films auront l'Oscar en 2001, 2002, 2003. Et là aussi, comme Jurassic Park, je sors du cinéma et c'est un peu la claque. J'avais envie, je me disais peut-être que je pourrais faire des sites internet comme carrière, et je sors de ces films-là et je me dis non, ok, c'est vraiment, mes amours de jeunesse n'ont pas changé et c'est vraiment ça que j'ai envie de faire et ça change pas. Alors, le Seigneur des Anneaux, évidemment, on pourrait parler de plein de choses. Autant Jurassic Park, c'est essentiellement des dinosaures. Le Seigneur des Anneaux, c'est une dimension autre, quoi. On est donc du coup, on est quasiment, on est 10 ans après, et c'est vrai que le cinéma numérique, la technologie a fait des bonds en avant vraiment spectaculaires. J'oublie plein de films, je parle pas là de Matrix, je parle pas de la prélogie de Star Wars, la menace fantôme et tout ça, qui sont sortis entre temps, même s'ils mériteraient qu'on en parle, j'ai vraiment fait ce choix très précis de parler de ces films-là. Mais voilà, il y a vraiment un engouement particulier pour le public aussi. Jurassic Park a été un grand succès commercial. Il y a vraiment un engouement pour le public pour du grand spectacle, et les effets spéciaux vraiment vont venir aider à ce grand spectacle. À titre d'exemple, donc du coup, Jurassic Park, c'est 60 plans avec des effets spéciaux numériques, et au sein du studio ILM, qui est le studio qui a contribué aux effets spéciaux numériques, c'est une 50aine de personnes qui ont travaillé dessus. Le Seigneur des Anneaux, on va passer à quelque chose comme 1700 plans. Donc au lieu de 64, on va passer à 1700 plans pour le dernier, 800 pour le deuxième et 700 pour le premier, je crois. Donc on est à plus de 3000 plans truqués sur la trilogie. Et on est sur des milliers de personnes qui vont contribuer au film pendant presque 4 ans. Donc pendant presque 4 ans, des milliers de gens. C'est vraiment ça, un film aujourd'hui, un film d'effets spéciaux, ce sont des milliers d'artistes en effets spéciaux qui vont intervenir pour plein de petites choses. Et alors, évidemment, avec Le Seigneur des Anneaux, il y a 2 choses qu'on va pouvoir retenir. La première, c'est ce personnage qu'on voit à l'écran, Gollum, qui est probablement le premier personnage humanoïde, qu'on pourrait dire entre guillemets humain. Il a 2 bras, 2 jambes, il intervient, il parle. Il interagit avec les acteurs, il est entre guillemets réaliste. Alors peut-être que pour vos yeux d'aujourd'hui, on peut voir il y a quelques tout petits soucis, mais pour l'époque, et même encore, je vais être tout à fait honnête avec vous, même encore aujourd'hui, je trouve que vraiment la performance est spectaculaire. Elle est vraiment très chouette. Donc là on voit un personnage qui est très grand à l'écran, qui interagit avec un acteur, qui a des yeux, qui a une bouche. Les yeux, c'est vraiment quelque chose de très compliqué à faire de manière réaliste. Et on le voit là, du coup, on a un acteur qui interagit avec, qui le pousse. Au début de la séquence, on a vu aussi Gollum dans l'eau, interagir avec l'eau. Donc on a des séquences vraiment très impressionnantes. Donc pour ce film-là, il y a eu beaucoup d'avancées technologiques qui ont été réalisées, et en particulier, on a l'utilisation d'un outil qu'on appelle la motion capture. Donc la motion capture, c'est, alors vous voyez sur l'image de gauche, on a un acteur qui s'appelle Andy Serkis, qui est un grand acteur, mais qu'on ne connaît pas beaucoup parce qu'en fait il est toujours derrière les créatures. C'est lui qui a fait King Kong, c'est lui qui fait aussi César dans la trilogie de la planète des singes, la nouvelle trilogie de la planète des singes. Il est derrière beaucoup de rôles de créatures comme ça. C'est un acteur vraiment fantastique, et on le voit avec cette combinaison un petit peu bizarre. Il a une espèce de lycra bleu et des points blancs sur le corps. Donc ces points blancs, en fait, c'est des petits capteurs infrarouges, et tout autour de lui, il y a plein de caméras. Donc vraiment tout autour, il y a des trentaines de caméras qui sont des caméras spéciales qui ne filment pas, qui n'enregistrent pas une image, mais qui enregistrent la position de ces capteurs dans l'espace.
Et quand ce personnage-là, quand cet acteur-là va bouger, les sphères, les petits points vont bouger avec lui, et on va pouvoir enregistrer son mouvement, on va pouvoir enregistrer sa performance. Alors on trouve pas beaucoup d'images et de vidéos, de séquences vidéo de la motion capture du Seigneur des Anneaux. Le film était un petit peu, le film est un petit peu âgé. Donc du coup j'ai essayé de prendre quelque chose qui illustre malgré tout la motion capture. Donc j'ai trouvé une autre séquence. Alors c'est pas pour du film, c'est pour du jeu vidéo, mais malgré tout ça vous donne une idée. Donc là vous voyez au fond, tous ces petits boîtiers noirs avec des anneaux blancs à l'intérieur, ça ce sont des caméras infrarouges. Elles sont en train de enregistrer les points blancs qu'il y a sur le corps de cette femme-là qui est en train de jouer, et les points blancs qu'il y a sur cet homme-là, et aussi l'arme en fait sur la mitraillette de cette personne. On a aussi mis des points blancs pour aussi capter la position de l'arme. Et en même temps, alors je suis désolé, il y a ma caméra qui coupe l'image. En même temps, en fait, on voit les personnages suivre exactement les mêmes animations. Donc alors attention, je ne suis pas en train de dire que l'animation qui est issue de cette actrice-là est vraiment, ou en tout cas de l'époque de Andy Serkis, est pile poil ce qu'on voit à l'écran, mais ça va vraiment donner une performance faite par un acteur dans une situation, généralement en interaction avec les autres acteurs, qui est vraie, en tout cas qui est au plus vrai, quoi. La personne elle est sur le plateau, avec le réalisateur autour, elle est guidée par le réalisateur, elle est guidée par les autres acteurs qui apparaissent, donc par Frodon et par Sam qu'on voit dans la séquence, et du coup l'acteur qui fait Gollum, Andy Serkis, se retrouve à interagir avec les autres, et sa prestation est enregistrée. Elle est enregistrée en 3 dimensions, et ensuite les animateurs vont pouvoir la récupérer et rajouter des petites choses dessus. Alors on voit que Andy Serkis a aussi en fait des petits points sur le visage. Donc à l'époque, on n'était pas capable de venir enregistrer l'animation du visage, mais on se servait quand même malgré tout du déplacement de ces points pour venir créer les déplacements aussi de l'animation de Gollum. Il y a évidemment plein d'autres travaux qui ont été faits. C'est que animer un personnage, c'est une étape. Vous avez vu, hein, on a bien vu là depuis le début que l'animation, c'est un département. Mais la texture du personnage, sa qualité en termes de modeling, quel matériau on va utiliser, à quel point la lumière va réfléchir sur son visage, est très important. Donc il y a eu vraiment beaucoup d'avancées qui ont été faites aussi. Là vous voyez le maillage, la surface du personnage, elle est très dense par rapport au T-Rex que j'avais tout à l'heure. Il y a vraiment beaucoup de détails, donc il y a une personne qui a pris beaucoup de temps. Il y a des gens dans les effets qui ont fait de la simulation des muscles. On voit qu'il y a des tendons dans le cou qui se crispent quand le personnage ouvre la bouche. Donc il y a énormément de travail, et l'animateur a énormément de choses à animer en fait. Ils doivent avoir besoin d'animer évidemment les bras, les jambes, la tête, mais il va être aussi obligé d'animer les paupières, les yeux, les cils. Il y a plein de micro-mouvements sur votre visage quand vous parlez, quand vous interagissez avec quelqu'un, ou même dans la vie de tous les jours. Votre visage fait plein de micro-mouvements, et là encore notre cerveau est très habitué à les reconnaître. Donc c'est important en fait que ça soit... qu'on puisse les retranscrire du mieux qu'on puisse. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de contrôleurs. Il y a plein de possibilités pour un animateur de déplacer des petites choses, un cil, un sourcil, la paupière, la bouche, la dent, une dent, la langue. C'est pour ça aussi qu'un animateur produit 1 seconde par jour. C'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui interviennent pour créer et arriver à simuler la vie aussi proche de ça. Donc ça c'était Gollum, déjà ça a été une des premières un des premiers défis relevés par l'équipe du Seigneur des Anneaux. D'ailleurs je vais me permettre de citer le studio qui a fait ça. Le studio s'appelle Weta. Donc aussi bien ILM tout à l'heure pour Jurassic Park que Weta sont toujours des studios qui existent, qui sont des studios qui sont encore à la pointe de la technologie, qui font partie des plus grands studios aujourd'hui, qui réalisent des effets spéciaux, et donc qui ont vraiment mené la barre des innovations. Donc Weta, c'est un studio qui se situe en Nouvelle-Zélande, qui a été monté, alors il existait un petit peu avant que Peter Jackson arrive avec le Seigneur des Anneaux, mais Peter Jackson a aidé au développement de ce studio-là et de la partie numérique de ce studio-là. La deuxième grande chose qu'on va pouvoir relever dans le Seigneur des Anneaux, je pense que voilà, tout est dans cette image-là, c'est la simulation de foule, la foule en fait. Il y a des batailles absolument épiques dans le Seigneur des Anneaux qui sont mémorables et qui ont sûrement contribué beaucoup au fait que le Seigneur des Anneaux a récolté des Oscars. Donc déjà,
ouais, regardons une séquence, faisons-nous plaisir, et là c'était une image seule, donc là on va regarder une séquence, et sur une image comme ça, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas venir animer tout ça à la main. Je viens de vous parler des animateurs qui animent 1 seconde par jour. Quand on a des milliers de personnages à l'écran comme là, eh ben, on va être obligé de changer de stratégie. On va pas non plus être capable d'avoir des milliers d'acteurs. C'est assez compliqué d'avoir beaucoup d'acteurs qui sont comme ça en tenue. Alors c'est possible, hein, mais c'est vrai que là il va y avoir de la bataille, il va y avoir des interactions avec des chevaux, il va y avoir des catapultes, il va y avoir plein de choses qui vont intervenir dans ce combat-là, qui rendent le fait d'avoir des acteurs sur le plateau, beaucoup d'acteurs sur le plateau, très très dangereux. Donc du coup, il va falloir qu'on trouve une autre stratégie, une autre manière de faire. Ça c'est la bataille du gouffre de Helm, c'est le retour du bataille de la gouffre de Helm. Encore une fois, si vous n'avez pas vu le Seigneur des Anneaux, regardez-le, ça n'a pas vieilli. Alors comment est-ce qu'on faisait avant ? Donc sans grande surprise, avant, on prenait des figures. Donc ça c'est des images de Metropolis de 1920, donc on est au tout début du cinéma, et dès le tout début du cinéma on a toujours voulu raconter des histoires un peu épiques, et raconter des histoires épiques, si on parle d'une civilisation, si on parle d'une célébrité, à un moment il y a toujours une audience, il y a toujours beaucoup de monde en fait. On veut toujours remplir des stades, remplir des rues, et on fait appel à des figurants. Donc là on voit, en fait, on a Fritz Lang qui est ici sur le plateau, qui est en train de guider les acteurs. Et là c'est important en fait de leur donner une direction aux acteurs, parce que quand on a autant de personnes sur le plateau, tous n'ont pas une formation de comédien, donc c'est important que personne ne regarde la caméra, c'est important que personne sorte du rang ou fasse quelque chose qui n'est pas prévu, parce que si qui que ce soit fait une action qui est imprévue, ce qu'on est en train de tourner, c'est plus valide, il faut recommencer, il faut remettre tout le monde en place. En plus, avoir des acteurs, ça veut dire qu'il faut faire des comédiens sur le plateau, ça veut dire qu'il faut les habiller, les mettre en costume, s'il y a besoin de mettre un costume, il faut les payer, il faut leur donner à manger, il faut s'occuper d'eux, faut pas qu'ils aient froid, faut pas qu'ils aient chaud, etc. Faut s'occuper d'eux, en fait, c'est des personnes, donc, et quand on en a beaucoup, ça devient un vrai défi logistique. Alors il y a quelques illustrations de films qui ont demandé beaucoup de comédiens. Là c'est un film de 1970 qui s'appelle Waterloo. C'est un film qui a été... alors 1970, ça veut dire qu'il y avait toujours un mur entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Et il y avait aussi l'URSS à l'époque. Et donc ça c'était un film qui a été réalisé en URSS par un réalisateur russe, où il voulait refaire la grande bataille de Waterloo. Et là, tout ce que vous voyez à l'écran, ce sont des acteurs. Donc on a, si mes souvenirs sont bons, on a 15 000 cavaliers. 15 000 cavaliers, ça veut dire 15 000 chevaux aussi, accessoirement. Et 25 000 fantassins. On a des vraies explosions là au milieu, en plein milieu des acteurs. On a un hélicoptère du coup qui est en train de faire la prise de vue. On voit une vue un petit peu éloignée à un moment, cette vue-là, qui va s'éloigner. On a quand même un hélicoptère qui filme, et là, vous vous doutez bien que quand on met en place 30 000 personnes, on n'a pas le droit à l'erreur. Faut que tout se passe correctement. Alors déjà, il faut les habiller. Là, en l'occurrence, il y a beaucoup de costumes à mettre, il y a des chevaux. Faut que la chorégraphie soit vraiment bien enregistrée par tout le monde, donc c'est vraiment très dangereux. Ce film-là, il est très symptomatique, enfin pas symptomatique d'ailleurs, c'est un témoignage vraiment de l'époque où les Russes avaient envie de montrer un petit peu la grandeur de l'Empire communiste, et voulaient montrer qu'ils pouvaient faire des films absolument épiques. Et il faut complètement s'accorder sur le fait que cette scène-là, en 1970, c'est absolument épique. On n'a jamais vu ça à l'écran, c'est absolument incroyable. Le réalisateur sur ce film-là, d'ailleurs, il aura 2 crises cardiaques, de stress en fait, de trop de choses à gérer. Il aura survécu au film sans trop de soucis, sans trop de soucis, avec 2 crises cardiaques quand même. Et accessoirement aussi, la bataille de Waterloo, le vrai jour de la bataille, quand la bataille s'est vraiment passée à l'époque, en fait il pleuvait. Et ce jour-là, il devait pleuvoir, sauf que les prévisions météo étaient fausses. Et quand on a 35 000 personnes qui sont prêtes, qui pleuvent pas, on tourne, quoi. On n'a pas trop le choix. Donc il y a une petite combine scénaristique en fait dans le film pour expliquer qu'il fait beau. Donc hop. Et quand même la palme du plus grand nombre de figurants, ça revient au film de Gandhi de Monsieur Attenborough, qui sort en 1981 et qui obtient l'Oscar du meilleur film. Et là, sur cette image-là, c'est la scène des funérailles de Gandhi, et on voit à l'écran 300 000 personnes. 300 000.
Donc un tiers d'un million de personnes qui est présent à l'écran sur une scène. C'est une scène en hélicoptère qui fait 10-15 secondes et on voit 300 000 personnes à l'écran. Alors évidemment, c'est très compliqué d'avoir 300 000 personnes à l'écran. Donc la manière dont ils ont fait ça, c'est qu'ils ont passé un appel à la radio en disant voilà, on va faire ce film-là sur Gandhi. Si vous voulez montrer au monde à quel point vous aimiez Gandhi, venez ce jour-là habillé de cette manière-là et voilà, vous serez filmé, vous ne serez pas payé, mais vous figurerez dans le film dans ce moment un peu iconique. Et c'est vrai que c'était absolument iconique. Alors il y a d'autres stratégies qui étaient utilisées. Avoir des figurants, c'est très compliqué, hein, comme on vient de voir. Donc il y a une autre stratégie qu'on utilisait beaucoup dans les années 70-80, même 60-70-80. Ça, c'est une image du Retour du Jedi de 1983. C'est une technique qu'on appelle le matte painting. Le matte painting, comme son nom l'indique, on va venir peindre. Donc on a une personne, on voit quelqu'un avec un pinceau qui est en train de peindre les personnages. On peint ça sur une très grande vitre. Et on va laisser du noir, en fait, on va laisser une partie qui est non peinte ici. Et le jour J, on va venir aligner la vitre, on va la mettre devant la caméra, on va l'aligner avec le décor, donc il faut que le peintre soit très très bon, hein, pour que la lumière ça soit la même, pour que la perspective ça soit la même. On va aligner les deux avec ce qui a été filmé, et le résultat des deux constitue l'image. Ça veut dire que ces personnages-là, ils bougent pas, parce que ils sont peints. Mais cette image, elle marche, cette séquence, elle marche parce qu'en fait, au milieu, vous avez des gens qui bougent et le regard est toujours attiré en fait par ce qui bouge. Donc vous rendez, et puis c'est accessoirement, c'est des soldats qui sont au garde à vous, donc ça choque personne qui bouge pas, même si dans la vraie vie, il devrait y avoir des micro-mouvements des personnages. Donc votre œil est attiré par ça et vous vous rendez pas compte que tout autour, c'est un décor qui est peint par quelqu'un qui a énormément de talent. Autre méthode, parce que finalement, quand le Seigneur des Anneaux sort, on a déjà vu une séquence très impressionnante dans Star Wars, du coup la prélogie, donc Star Wars 1, la menace fantôme qui sort en 99. Il y a la course de pod qui est très très impressionnante. Et la manière dont on a fait ça, en fait, c'est que même si les effets spéciaux numériques se développaient, il y avait tellement de scènes à faire avec du public qu'on a fait des maquettes. Et pour que les maquettes soient un petit peu dynamiques avec la foule, on les a remplies avec des cotons-tiges. Donc dans Star Wars, il y a une personne qui a été payée pour aller acheter des cotons-tiges, les mettre dans de la peinture, poser du grillage de poule sous le stade, mettre des cotons-tiges un peu partout, et avec un ventilateur, quand la caméra tourne, il était sous les gradins, il est là avec un ventilateur, et il passe dessous pour que les cotons-tiges bougent un peu, pour que le public, au loin, s'affole quand les pods passent pas loin. On voit même des personnages d'autres licences apparaître dans le plan sur les escaliers. Donc voilà, une autre stratégie, évidemment, les cotons-tiges, vous vous doutez bien que ça a un peu ses limites. Et dernier exemple sur la foule, c'est Gladiator qui sort en 2000, qui obtient lui aussi l'Oscar des effets spéciaux, où il y a là aussi beaucoup de foule à faire. Sauf que là, évidemment, si on met des cotons-tiges, ça va se voir. Clairement, ils sont beaucoup trop proches de l'écran, et il y a beaucoup de passages du film qui se passent dans des gradins. Donc du coup, on décide de trouver une autre stratégie, plutôt que de faire de la 3D, donc faire des personnages, comme on vient de voir, sculpter des personnages, leur mettre un squelette, les animer, ce qui peut être potentiellement très long. On va venir en fait filmer des personnages sur un... Oups, j'ai oublié d'enlever le son dans cette vidéo-là, désolé. On va venir filmer des personnages sur un fond vert. Le fait de prendre un fond vert ou un fond bleu, ça va permettre de venir l'enlever facilement. On va dire, sur l'image, enlève-moi tout ce qui est vert et tout ce qui est bleu. C'est pour ça qu'on a des fonds verts ou des fonds bleus sur les plateaux. Généralement, ce sont des couleurs que les gens n'ont pas sur leurs vêtements. S'ils ont des vêtements bleus, on met un fond vert. S'ils ont des vêtements verts, on met un fond bleu. C'est pour ça qu'on a deux couleurs. Et donc du coup, on met ça derrière et ça permet de l'enlever rapidement. On va dire au logiciel, à l'ordinateur, enlève-moi tout ce qui est vert dans l'image. Et donc du coup, on va se retrouver avec juste le contour de notre acteur filmé. Et donc du coup, on va filmer plein de gens, des vraies personnes, sur un fond vert. Donc du coup, on va les avoir en transparence. Ça va nous donner plein de personnes différentes. On va venir les filmer selon différents angles, parce que finalement, c'est juste, ils sont à plat, donc on va les filmer vus par le haut, vus en face, vus par le bas, vus sur le côté. Et en fonction de la caméra qu'on a, est-ce qu'on voit les personnages par le haut, par le bas, par le côté, on va venir les placer en fait dans notre stade. Et ça va nous donner une foule plus vraie que nature, sans avoir à s'embêter à faire de la 3D, c'est-à-dire modéliser des personnages, rajouter des squelettes et tout ça. Évidemment, ça a une limite. C'est que là, mes personnages, ça marche parce que finalement, ils ne bougent pas. Ils sont positionnés une seule fois dans l'espace, ils sont dans un stade, ils ne bougent pas. Et ça marche aussi parce que la caméra ne va pas bouger. Mais sur une scène comme Le Seigneur des Anneaux, c'est plus possible d'utiliser ce genre de stratégie.
Donc du coup, comment est-ce qu'on a fait dans le Seigneur des Anneaux? C'est que, comme ça n'existait pas, il a fallu créer un logiciel qui permet de simuler de la foule. Donc on va venir... donc le logiciel s'appelle Massive, il obtiendra un Oscar technologique d'ailleurs pour la prouesse qu'il a été capable de délivrer. Et du coup, le principe de ce logiciel-là, c'est que plutôt que d'avoir à modéliser 10 000 personnages, de faire 10 000 animations et de tout mettre comme ça, on va plutôt faire un personnage, mais sur ce personnage-là, on va venir changer la taille des bras, enlever un casque, en mettre un autre. Donc on va prendre un personnage, le diversifier avec des algorithmes. On va venir lui mettre un squelette, et on va venir prendre une animation, et faire des variations sur l'animation. On va pouvoir dire, je sais pas, j'aimerais que ton pied il aille un petit peu plus en avant et ta jambe un petit peu plus en arrière. Là aussi, on va écrire des algorithmes qui vont permettre de rajouter de la diversité. Et enfin, on va rajouter une intelligence artificielle. On est en 2001, donc c'est des intelligences artificielles assez simples, mais qui sont capables de voir où sont les ennemis. Ok, il y a un ennemi en face, tu vas jouer une animation aller vers l'ennemi. Quand tu arrives près de l'ennemi, tu vas jouer une animation attaque. Si tu te fais toucher par l'ennemi, tu tombes. Donc on va venir définir une petite intelligence comme ça. Et à la fin, ça ressemble à quelque chose comme ça. Ça, c'est le logiciel Massive, en l'occurrence, qui a été utilisé pour simuler les foules dans le Seigneur des Anneaux. Donc on va venir créer plein de règles comme ça, lancer la simulation, et voir à quoi ça ressemble. Ça, c'est du coup, c'est un extrait du making-of du Seigneur des Anneaux. C'est les règles qui ont été définies pour les soldats du Rohan dans le film des Seigneurs des Anneaux. Donc là, vous vous dites, ça paraît très complexe, et vous avez raison, c'est très complexe. On met plusieurs mois avant de finaliser toutes ces règles. Parce que finalement, il y a plein de cas à prendre en compte. Ok, je me fais toucher par une flèche, je me fais toucher par la gauche, par la droite, par le haut, par le bas, je suis à un cheval, je suis à pied, je reçois une hache. Donc on veut venir couvrir tous les cas, et ça prend plusieurs mois à quelqu'un... Alors c'est moins un profil d'artiste, c'est plus un profil de technicien finalement, pour venir en fait définir tout ça correctement. Donc, et une fois qu'on a ça, on peut laisser en fait le logiciel créer la foule et la simuler pour vous. Donc on va juste lui dire, ok, j'ai besoin de 10 000 personnes qui se battent, et le logiciel va générer les positions, va générer les 10 000 personnes, et on va avoir des personnages qui se créent et qui vont se battre. Là, on voit sur cette séquence-là qu'on a des personnages qui sont en train de fuir le champ de bataille, et en fait, ils sont en train de partir, et quand ça arrive, ça veut dire que l'artiste, il est obligé de retourner dans son cerveau, le cerveau de son personnage, son intelligence artificielle, et trouver qu'est-ce qui est pas bon. Et donc du coup, il doit aller passer chacune des flèches, comprendre pourquoi est-ce que les personnages s'en vont et fuient le champ de bataille, parce qu'évidemment, Peter Jackson ne voulait pas que les gens fuient le champ de bataille. Ok, alors on va reprendre le même schéma qu'on a vu tout à l'heure, et on va introduire des nouveaux métiers qui sont apparus ces dernières années-là. Donc en plus de l'animation, maintenant on a un département qui va s'appeler la motion capture, qui va consister à enregistrer les positions des personnages, enfin des acteurs, pardon. Donc là, ça va demander un peu de compétences en programmation pour venir écrire des outils qui savent récupérer les positions, et aussi en direction d'acteurs. On va vouloir diriger un acteur au sein d'un plateau pour obtenir les animations dont on a besoin. Et on va venir introduire aussi un autre département qui s'appelle la foule, qui vient intervenir après tout ce monde-là, qui a un profil un petit peu plus technique, pour le coup, qui aura besoin de compétences en informatique pour venir développer des outils. Vous vous doutez bien que quand on fait ce métier-là, on fait beaucoup de fois la même chose par jour, donc ça peut être utile de s'écrire des outils informatiques, des petits algorithmes, qui peuvent faire cette étape-là pour vous, pour vos 10 000 personnages par exemple. Ok, on souffle un petit peu. J'ai parlé beaucoup plus, j'avais prévu que ça dure 1 heure, mais je pense que je vais déborder un petit peu, je suis désolé. Et on en profite pour admirer une autre scène de foule du Seigneur des Anneaux, qui se passe celle-ci dans le 3e film de la trilogie, Le Retour du Roi, qui est la charge par les cavaliers du Rohan. Et là on a des shots qui sont vraiment des scènes absolument exceptionnelles. Ça marche encore vachement bien, ça a 20 ans, hein. Et ça marche encore vachement bien aujourd'hui. Donc là, évidemment, on a des acteurs au premier rang. Tout le monde n'est pas de la foule. Tout ce qu'on voit de très très proche, c'est souvent des acteurs. Mais par contre, on vient compléter en fait l'image qui a été tournée par des acteurs numériques. Donc là, on a des acteurs numériques dans le fond, des acteurs réels tout devant. Et il faut évidemment s'arranger pour que les deux s'alignent correctement. Je vais en profiter pour boire un petit coup.
Allez. Ah oui, et on a cette scène-là absolument fantastique où tout était en image de synthèse. Le château était peut-être en maquette. Et cette foule-là, donc on avait des... Là, on est sur vraiment aussi un ordre de grandeur complètement différent. Il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes à l'écran, donc ce serait vraiment pas valide de l'avoir avec des figurants. Ce serait absolument impossible d'avoir autant de monde avec des figurants. Et ça permettrait pas aussi de faire ces plans de caméra assez épiques. Ok. Allez, on reprend du coup le même prisme que tout à l'heure et on va avancer dans le temps. Donc Hop. Il faut que je mette sur mon slide peut-être. En 2000... je continue mes études d'informatique, qui sont des études d'informatique générale. Donc je fais un DUT informatique qui est très général, on nous apprend la programmation. Je fais aussi après, je pars à la fac et je fais un master d'informatique classique. Et coup de chance, en fait, Internet se développe un petit peu et ça permet aussi de trouver d'autres formations. Et je trouve qu'à Grenoble, en fait, il y a une dernière année, donc un bac plus 5, qui est orientée informatique, mais pour l'image de synthèse, pour les effets spéciaux numériques. Donc j'ai décidé de partir là-bas, je suis accepté là-bas, je suis diplômé. Et je suis embauché juste à la sortie de mon diplôme dans un laboratoire de recherche qui s'appelle l'INRIA. Donc en l'occurrence, je suis embauché à Rennes. Donc j'ai fait mes études à Bordeaux, puis à Grenoble, et je suis parti à Rennes. D'ailleurs, juste un petit mot à propos de ça. C'est vrai que je vous ai montré vraiment je vous ai parlé beaucoup de métiers artistiques, et là on me voit faire de la programmation, et du coup c'est vrai qu'il y a un petit décalage. Accessoirement, je suis un passionné d'art, mais il se trouve que j'ai peu de talent, ou en tout cas j'ai pas cultivé ça suffisamment de mon côté-là. Par contre, j'aime beaucoup les mathématiques, j'aime beaucoup la physique, j'aimais beaucoup l'informatique, ou en tout cas ce que ça représentait quand j'étais adolescent. Et finalement, si vous vous rappelez un petit peu le schéma que je vous ai montré, il y a deux aspects. Il y a un aspect très artistique, et finalement c'est un métier qui marie aussi bien l'art et la science. C'est un des rares métiers où l'art et la science en fait sont vraiment à leur intersection. Et on peut faire ce métier en prenant ces deux branches complètement indifféremment. Ça va amener à des métiers différents, hein, bien évidemment, mais en tout cas on peut travailler dans ce métier-là en ayant aussi bien un profil artistique qu'un profil scientifique. Et vous avez vu, en fait, les compétences qu'on va pouvoir demander sont très diverses. Il y a des compétences en optique, en physique, en biologie, en anatomie, en photographie, en sculpture, en peinture. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, en fait. Je vais vous dire, il y a toujours un métier pour vous, en fait, et peut-être que c'est une discussion qu'on pourra avoir lors du live. Sur les compétences à cultiver de votre côté, mais en tout cas, si vous avez un profil scientifique, c'est possible. Si vous avez un profil artistique, c'est possible aussi. Rien n'est fermé, et comme je vous disais, il faut des milliers de gens aujourd'hui pour faire des films, donc il y a de la place pour tout le monde. Donc oui, j'intègre, juste après être diplômé, en 2006, j'intègre un laboratoire de recherche qui s'appelle l'INRIA, qui est spécialisé... Alors, ils font de la recherche en informatique, mais l'équipe dans laquelle moi je suis est spécialisée dans le comportement humain, la simulation du comportement humain. Je reste 2 ans là-bas, et avec mes collègues du laboratoire, on décide en 2009 de fonder une entreprise qui s'appelle Golem, dans laquelle je travaille toujours. Donc je suis un des cofondateurs de cette société, et je travaille là-bas en tant qu'ingénieur, et on va venir reparler un petit peu de ce qu'on fait. Et en même temps, en 2009, le dernier film dont j'ai envie de vous parler, on va en parler très très rapidement, c'est un film de James Cameron qui sort, qui a coûté la bagatelle de 280 millions de dollars, donc c'est un budget qui n'est jamais atteint à l'époque, mais qui rapportera 2 milliards de dollars, qui en fait le film qui a fait le plus grand box-office de tous les temps, et ça n'a pas changé. Le film est sorti en 2009, on est 12 ans après. Il a toujours le titre du film qui a fait le plus grand box-office, avec 2 milliards 300 millions. Et là encore, c'est une claque énorme. Évidemment, Oscar des effets spéciaux cette année-là, hein, c'est indéniable. Et c'est indéniable parce que c'est tout ce qu'on a vu, mais fois 100. C'est-à-dire que y a de la foule, il y a des créatures, elles sont vues de encore plus près, il y a des environnements, il y a des arbres, sauf que il y a 2h20 où il n'y a que des environnements digitaux. C'est tout, mais poussé avec les curseurs à fond.
Donc je vous ai mis une petite séquence. Là aussi Avatar, hein, ça, malgré le fait que ça soit sorti en 2009 et que tout est fait en CG, donc tout est fait en image numérique, moi je trouve que ça n'a pas vieilli du tout. Alors je pourrais parler de ce film là très très longtemps et malheureusement j'ai pas beaucoup le temps, mais tout ce que vous voyez là à l'écran, c'est numérique. C'est quelque chose qui a été modélisé par une personne, parfois animé, lighté, donc on a rajouté des lumières pour que voilà, la vision du réalisateur soit bien traduite. Et si vous regardez, il y a plein de choses qui sont animées, la moindre petite feuille sur le moindre petit arbre parce qu'il y a du vent, il y a de l'eau, il y a des cascades, il y a des humains. Quand les humains lèvent le bras, on voit les muscles dessous bouger. Il y a des nuages, il y a une foule d'oiseaux, de dragons au loin. La claque, elle est là en fait. Elle est là parce que du coup, on a des environnements, on a un film qui est fait en fait en 3D. Et finalement, peu de choses le séparent d'un dessin animé type Toy Story, ou Shrek, ou des choses un petit peu plus récentes, ou Dragon. C'est que c'est la même chose, sauf que malgré tout, il y a quand même des acteurs derrière. Et c'est ça la différence aujourd'hui entre un film d'animation et un film, c'est que là, on a des acteurs qui viennent en fait contribuer au résultat. Mais les outils utilisés, les stratégies utilisées, les techniques utilisées sont les mêmes que sur un film d'animation classique, entre guillemets. Donc, ce film-là, il fait une utilisation, j'ai peur que le son soit élevé, ouais, exactement. Il fait une utilisation de tout ce qu'on a vu depuis le début. Et là, on va même rajouter quelque chose qu'on appellera la performance capture. Je vous ai parlé tout à l'heure de Andy Serkis qui avait des points sur le visage. Là, on va pousser la technologie encore plus loin. Avatar a vraiment poussé toutes les technologies plus loin. On voit les acteurs ont un casque en fait qui va venir les filmer et ils ont des petits points sur le visage et en fait quand ils vont venir bouger, quand ils vont venir jouer la comédie sur leur visage, les points vont bouger, ils vont être captés par la caméra et on va pouvoir aussi retranscrire maintenant les animations faciales avec encore plus de fidélité qu'avant. Donc on a nos animateurs qui vont être capables de récupérer cette animation-là et de venir l'augmenter un petit peu. Vous avez peut-être vu aussi, là, on a beaucoup d'acteurs sur le plateau. Dans notre studio de motion capture, je vais relancer la séquence. Dans le studio de motion capture, on a 10, 12, 15 acteurs. Donc là aussi, on a rajouté, on a rendu la technologie plus robuste pour pouvoir supporter plein d'acteurs. Et sur Avatar, il n'y a pas de décor, en fait. Il n'y a pas de shooting en milieu naturel. On ne filme pas en milieu naturel. On a James Cameron qui est sur le plateau avec les acteurs, avec la caméra à la main, qui les filme, et c'est ça en fait qui va servir de base après aux équipes pour venir reconstruire le film. Ce film-là, il fait, de mémoire, il doit faire presque 3 heures, et il y a quasiment 95% des images que vous allez voir dans le film qui sont des images numériques. Il y a quelques scènes où on voit Jake Sully, donc l'acteur principal, et Sigourney Weaver, ensemble, avec les humains et tout, qui parlent ensemble, ça c'est les plans non truqués. Mais tous les autres plans, les décors, les créatures, les personnages qu'on voit, sont des personnages qui ont été modélisés. Le film a mis plusieurs années, il me semble que c'est 4-5 ans avant de se réaliser. Et on parle de milliers et de milliers d'artistes qui ont travaillé sur ce film-là. Ça a vraiment lancé aussi cette nouvelle tendance où c'est pas un seul studio qui travaille sur un film. Avant, je vous ai montré, voilà, c'est un Anneaux, c'est Weta qui a fait ça. Star Wars, c'est ILM qui a fait ça. Là, Avatar, on est vraiment venu mobiliser des studios dans le monde entier. Tout le monde, en fait, a travaillé ensemble. Et c'est aussi ce qui va marquer le point de départ de films comme ça, à très gros budget, où, au lieu de faire appel à un seul studio et être un peu limité par les compétences et les capacités de ce studio-là, on va pouvoir, en fait, diffuser les besoins d'effets spéciaux qu'on a dans le monde entier. En fait, la mondialisation aussi a servi à ça. Hop. Ok, et ben ça nous emmène du coup, alors avant de passer à la dernière partie, décidément, enlevons le son, ça nous emmène, oui, alors juste quelques images d'Avatar pour finir avant de passer à la fin. On en profite pour respirer un peu, boire un coup.
J'aurais pu vous parler d'Avatar beaucoup plus que ça, mais vous trouverez, cela dit, plein de making-of très très sympas sur Avatar, comme c'est un film entre guillemets un petit peu plus récent. Ils ont mieux documenté en fait le processus. Mais on voit un petit peu voilà, l'étendue du talent des artistes qui ont travaillé là-dessus et surtout voilà, le travail acharné qui est allé dans ça. Donc là, c'est vraiment la scène où on a tout. On a de la foule, on a de la végétation, on a des effets, on a du lighting, du modeling. Tous les départements en fait, dont on a parlé depuis le début sont représentés à l'écran. L'animation est vraiment au poil. Ça marche vraiment super super bien. Ok, et ben on va continuer avec le parcours. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, en 2009, avec des collègues, on a cofondé une entreprise qui s'appelle Golem, dans laquelle je travaille encore. Donc Golem, aujourd'hui, c'est 6 personnes. On est une petite entreprise à Rennes. Et si on voulait se placer un petit peu sur, voilà, sur les différents départements que je vous ai montrés, on devrait se placer ici, en fait. On est en recherche et développement. Et je devrais aussi cocher la case de full. Je vous ai beaucoup parlé de full. Et il y a une raison assez évidente, c'est parce qu'en fait, on a décidé, nous, de se placer en concurrence avec le logiciel du Seigneur des Anneaux. Donc il faudrait aussi que je colorie en vert le département de full. Donc on est 6, on ne produit pas les images, par contre on développe un logiciel qu'on vend après au studio, donc les mêmes gens dont je vous ai parlé tout à l'heure, les ILM et Weta et tout ça. Donc on vend ce logiciel à des studios qui, eux, l'utilisent pour faire des images. Donc, en fait, on communique beaucoup avec les gens de ce département, les gens du département de Full, et on développe le logiciel, on rajoute des nouvelles fonctionnalités à l'intérieur en fonction de leurs besoins, et on fait ça depuis une douzaine d'années déjà. Alors, vous avez peut-être déjà vu certains des projets sur lesquels on a travaillé. On a travaillé sur, évidemment, les films de super-héros, les Thor, Black Panther, Spider-Man, Justice League très récemment, les Animaux Fantastiques, des films d'animation, Godzilla, le nouveau film qui va sortir bientôt de Bob l'éponge, et on est surtout connu en fait pour avoir travaillé sur une série qui s'appelle Le Trône de Fer, dont j'imagine vous avez tous entendu parler. Ou en tout cas j'espère, si vous n'avez pas entendu parler, d'ailleurs c'est une bonne occasion de vous rattraper. Faut avoir une quinzaine d'années ou plus pour pouvoir regarder cette série-là, il me semble, c'est à vérifier. Mais c'est une série vraiment très chouette qui en fait avait les ambitions du cinéma, mais sur des formats télévision. Donc on a beaucoup travaillé depuis la saison 3 avec eux. Et on a beaucoup contribué en fait aux simulations de foule et aux grandes batailles assez épiques de Game of Thrones. Donc je vous ai emmené en fait un petit exemple du travail sur lequel notre logiciel est intervenu. Là en particulier c'était des images de Game of Thrones, l'avant-dernière saison. On fait aussi bien des films d'animation que des films traditionnels avec des effets spéciaux traditionnels. Donc là on a rempli par exemple les gradins du film Le Mans qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ça c'était un film de Disney, et on fait aussi bien des humains, des chevaux en fait que d'autres créatures. Donc là on peut voir un petit peu les dessous, les coulisses. On voit qu'il y a une personne qui a modélisé le visage de l'acteur, puis il y a une personne en foule qui est venue rajouter les abeilles. Je vais peut-être fermer un petit peu derrière moi parce que je vois que le soleil est en train de faire un éclat pas très intéressant. On a travaillé aussi sur des cinématiques de League of Legends. Ces gens-là aussi sont très très friands de produire du coup des petits films, des petits courts-métrages pour promouvoir les jeux. Il y a souvent beaucoup de foule, beaucoup de batailles à l'intérieur de ça, donc on travaille avec des studios aussi qui produisent ce genre de choses. Un autre plan de Game of Thrones. Bref, ça vous donne une petite idée en fait de ce à quoi peut servir notre logiciel. Donc encore une fois, nous on est développeurs, on a des formations d'ingénieurs ou de développeurs en informatique, et on développe en fait ce logiciel qui permet aux studios de créer des foules pour les films, les séries télé, les publicités ou les courts-métrages. Hop. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer à quoi ressemble un petit peu notre logiciel. D'ailleurs à ce propos, alors c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis un peu déçu de ne pas vous voir pour de vrai, c'est que grâce à Game of Thrones, il y a 2 ans,
on a eu la chance en fait de remporter ce très joli objet qui s'appelle un Emmy Award. Donc c'est une récompense américaine. On a les Oscars en fait pour le cinéma, et pour la télévision en fait on a les Emmy Awards. Donc c'est un objet très très lourd, mais en fait qui récompense notre contribution à la production d'effets spéciaux pour la télévision. Donc voilà, on en a un chacun, et j'avais prévu, si la conférence avait été en vrai, de l'emmener avec moi pour les gens qui auraient été intéressés de se prendre en photo avec ou de le soulever, parce que c'est un objet assez lourd. Ok, du coup je vous propose, et on va finir là-dessus, de vous montrer à quoi ressemble notre outil pour simuler des foules. Donc je suis dans le même outil que tout à l'heure qui s'appelle Maya, et là malheureusement notre outil à nous en fait n'est disponible que à l'intérieur de Maya. C'est un outil commercial, et nous aussi c'est comme ça qu'on gagne notre vie. En fait on vend des licences, même si on peut essayer gratuitement le logiciel de votre côté. Si vous avez donc une licence de Maya, vous pouvez télécharger notre logiciel, ça s'appelle Golem, G-O-L-A-E-M. Donc on s'est positionné en fait face à Massive. Si vous vous souvenez, donc Massive c'est le logiciel qui a été utilisé par le Seigneur des Anneaux pour faire les foules. Si vous vous souvenez en fait des images que je vous ai montrées au moment où je vous ai parlé de Massive, on avait vraiment cet objet très compliqué avec plein de flèches dans tous les sens, et pour un artiste, c'est vrai que ça demande plus des compétences de technicien de se dépatouiller avec cette énorme structure, et c'est pas très artistique en fait. Donc nous, quand on est arrivé en 2009, on a fait ce constat que le seul logiciel qui était disponible sur le marché s'appelle Massive. C'est un logiciel vraiment très chouette, vraiment très puissant, avec lequel on peut faire plein de choses, mais qui est vraiment très complexe, peut-être trop complexe à prendre en main. Donc on est parti là-dessus en fait en se disant finalement, est-ce que on pourrait pas simplifier un petit peu le processus. Donc là je suis dans une scène toute bête, et ce que j'aimerais avoir, c'est plusieurs centaines de personnes qui interagissent entre elles. Donc la première chose, c'est on va déjà déterminer en fait où est-ce qu'on place nos personnages. Donc je vais pouvoir en fait donner un petit outil graphique où vous pouvez voir, il a la connaissance du terrain. En fait on voit que mon terrain il est pas tout à fait plat, il y a des petites bosses, et on voit du coup que les positions de mes personnages sont aussi accordées à ce terrain là. Donc là je peux dire voilà, j'ai 500 personnes, ces personnes là il y a une distance entre elles, et je veux pas avoir le format de la grille. Donc on voyait très bien que c'était en ligne et en colonne. J'aimerais avoir quelque chose d'un petit peu plus réaliste, donc je vais venir rajouter un petit peu de bruit. Et peut-être aussi que je peux venir les orienter aussi différemment, leur donner des orientations un petit peu différentes. Et quand je suis content avec ça, en fait, je vais pouvoir dire à mon outil de me créer mes personnages. Donc là, mes personnages, ils sont orange pour le moment. On va pouvoir arranger ça rapidement. Je vais venir charger leur matériel. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a des gens qui peignent des matériaux. Et... Est-ce que ça a marché? Ouais, ça a marché. Et du coup, on est capable de venir relire cette information-là. Donc c'est comme tout ce qu'on a vu depuis le début. On a des personnes qui ont modélisé, des artistes qui ont modélisé un personnage, qui sont venus créer des textures, qui sont venus créer des squelettes, qui sont venus créer des animations, et nous, on va les prendre et on va apporter des mini-variations sur ces personnages. Donc là, sur ces personnages, par exemple, on voit qu'il y en a qui ont des t-shirts, il y en a qui ont des pulls, il y en a qui ont des pantalons, il y en a qui ont des jeans, des shorts. Alors ça se voit pas ici, mais il y a aussi des variations de couleurs sur les textures. On pourrait dire, lui il a un t-shirt blanc, lui un t-shirt bleu, lui un t-shirt rouge, ou on peut juste laisser le logiciel calculer ça au hasard pour nous. Ils ont des tailles différentes, il y a des plus petits, il y a des plus grands. Donc tout ça, c'est le logiciel qui, à partir de un personnage, est venu générer plein de variations. Super. Ensuite, on va venir assigner du comportement, des actions à nos personnages. Donc là, je l'ai déjà fait dans ma scène. Je suis venu dire, j'aimerais bien que vous alliez quelque part, au hasard. J'aimerais bien que vous évitiez les autres personnages. Là, on va venir simuler du comportement humain. C'est de l'intelligence artificielle qui apparaît ici. Chaque personnage va être capable de voir où sont les autres. S'il y a quelqu'un sur sa gauche, il va pouvoir aller à droite. S'il y a quelqu'un sur sa droite, il va pouvoir aller sur la gauche. Comme vous faites en fait dans la rue. Vous allez réfléchir à votre trajectoire en fonction des gens qui sont autour de vous, et vous allez adapter à la fois votre vitesse et votre direction en fonction de la direction des autres personnes aussi. Et je vais leur dire, joue-moi une animation que des animateurs sont venus faire, ou que j'ai enregistré avec de la motion capture. Et là maintenant, on a mes petits personnages qui s'animent de manière autonome. Alors pour le moment, ils sortent de l'environnement, je leur ai pas donné de limite d'environnement,
Mais ils sont adaptés sur le terrain et ils sont en train de s'éviter. On va pouvoir regarder attentivement que chaque personnage évite les autres personnages autour de lui, ils ne rentrent pas en collision. Ils ont tous un peu une intelligence artificielle qui leur permet en fait de savoir où sont les autres. Et de cette manière, on a des personnages qui interagissent et on commence à avoir une petite interaction sympathique. Là, dans ma scène, par exemple, j'ai 470 personnages. Donc, plutôt que d'animer ça à la main, un par un, je suis venu définir quelques règles rapides pour dire à mes personnages, maintenant, c'est par là que vous allez. Ok, super. Donc là, ils vont tous à des positions différentes dans la scène. Ce que j'aimerais bien faire, c'est peut-être leur dire, j'aimerais tous que vous alliez à cette position-là. Donc je vais venir changer mon comportement. Je vais dire, au lieu d'aller n'importe où, je veux que vous alliez à cette position que j'ai déterminée. Et je peux relancer ma scène. Et maintenant, on va voir que maintenant, mes personnages convergent tous. Ils continuent à s'éviter, c'est important qu'ils continuent à s'éviter parce que c'est ça qui les rend réalistes aussi. Ils convergent tous vers la position que j'ai définie. Et comme ils font tous la même chose, peut-être dernière chose qu'on peut faire pour cette scène-là, c'est on peut leur dire, dès que vous allez rentrer dans cette zone-là, j'aimerais que vous explosiez. Donc là, on va venir ajouter un comportement que j'ai désactivé pour le moment, que je peux agrandir, qui me dit, dès que je suis dans une zone, la zone c'est ma zone verte que je suis venu peindre, je veux que vous explosiez, donc ça c'est mes comportements d'explosion. Alors je les ai pas testés, on va pouvoir vérifier ensemble si ça marche bien. Donc là, on va attendre impatiemment qu'un personnage rentre à l'intérieur de cette scène-là, et à partir du moment où il rentre dans cette scène-là, alors ils explosent, mais c'est pas très fort. Hein. Donc j'aurais dû le tester avant et mettre la bonne intensité. On va rajouter un petit peu plus d'intensité, on va dire, allez, 5 fois plus que ça. Et là, ils vont en hauteur, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de... qu'ils n'aillent pas tous dans la même direction, donc je suis venu leur ajouter un petit peu de diversité aussi, avec quelques paramètres en fait, et après on a des algorithmes qui vont permettre de faire la variation pour nous. Donc 5 fois plus, ouais, ok. Et là on a un canon à personnages, et on voit que même quand ils tombent en fait, ils interagissent les uns avec les autres, il y a des répercussions sur les autres, il y a des calculs de physique en fait, donc on a aussi des algorithmes qui permettent de calculer ça. C'est pas très amusant comme simulation. Et les gens qui sont passés en dehors de la zone, par contre, convergent vers la scène. Et ça, quand on prend un peu de temps, là aussi, je vous montre quelque chose fait en 5 minutes, mais potentiellement, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, en fait, pour voir les scènes un peu épiques de bataille que vous voyez dans vos séries et dans vos films préférés. Donc là, je le fais en quelques minutes, mais oui, évidemment, on va pouvoir faire varier tous ces paramètres jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on a besoin d'avoir jusqu'à ce que la vision du réalisateur soit achevée. Donc c'est ça en fait le métier et la fonction de Golem, c'est de développer ce logiciel de simulation de foule que nos clients en fait utilisent pour réaliser les images que vous voyez. Et ça conclut ma présentation d'aujourd'hui qui s'appelait donc les métiers des effets spéciaux. Je suis désolé, j'ai un petit peu débordé, je me suis fait emporter par ma passion et mon métier. J'ai la chance de faire un métier qui me passionne toujours, même après 12 ans, et j'espère que les projets à venir me passionneront autant. Je tiens à vous rappeler que le samedi 17 avril à 15h, il y aura une session en live si cette conférence vous a intrigué, elle vous a intéressé, s'il y a des choses sur lesquelles je suis passé un peu vite, si vous avez des questions. Je serais vraiment ravi d'interagir avec vous et d'y répondre. Il y aura une petite boîte à commentaires en fait dans laquelle vous pourrez poser vos questions et je serai connecté en direct. Je pourrais utiliser aussi les logiciels que je viens de vous montrer aujourd'hui. Je pourrais vous montrer éventuellement d'autres images, d'autres films en fonction de ce que vous avez. Encore une fois, alors j'ai fait le choix de ne pas vraiment vous parler des écoles et des formations qui sont disponibles. À mon époque, c'est quelque chose qui était difficilement accessible, cette information-là, d'où le fait que j'ai un peu zigzagué avant d'arriver à trouver pile poil la bonne formation. Aujourd'hui, avec Internet, il est très très facile de trouver des écoles qui vont vous proposer des formations très qualifiantes. Comme je vous disais, c'est un métier aujourd'hui qui va demander beaucoup de ressources humaines. Il y a beaucoup de films qui sortent, même aujourd'hui avec notre pandémie, qui font que les cinémas sont fermés, les films continuent à sortir sur les plateformes de téléchargement et on a toujours besoin de beaucoup d'artistes, ce qui fait qu'en France on a énormément d'écoles et on a des écoles qui sont très bien notées, très bien qualifiées, qui sont énormément reconnues à l'international. Certains des plus grands superviseurs et des plus grands artistes qui travaillent dans les studios des 4 coins du monde
viennent de ces écoles françaises. Donc il y a beaucoup de possibilités pour vous, si c'est un milieu qui vous intéresse, de venir vous former. Donc voilà, j'espère que cette conférence vous a plu. J'espère avoir la chance de vous croiser en personne, peut-être à une autre opportunité. Je remercie encore une fois les personnes des médiathèques de l'Abbé qui m'ont invité pour cette session du mois du numérique. Je vous invite à vous rendre sur le site d'ailleurs du mois du numérique pour toutes les informations. Vous retrouverez sûrement aussi le lien concernant la session YouTube live qui aura lieu encore une fois le 17 avril. Donc voilà, merci pour votre attention et il y a mon contact sur ce slide-là. Si vous avez des questions et que vous êtes trop timide ou que vous n'êtes pas disponible le 17 avril, envoyez-moi un mail. En attendant, prenez soin de vous et passez une excellente journée.